Bonjour à tous, je suis ravi de voir plusieurs visages connus et amis. Et je suis ravi aussi que vous soyez aussi nombreux pour un sujet qui d'habitude n'attire pas les foules non plus. Je vais donc vous parler un petit peu de mon travail en recherche. Pour me présenter assez rapidement, donc je suis psychologue de formation en France et je suis venu au Québec il y a à peu près 5 ans pour travailler spécifiquement sur l'utilisation du big data pour repérer plusieurs types de troubles de santé mentale. J'avais travaillé sur le jeu pathologique pour l'autorité de régulation des jeux en ligne en France et j'avais vu que cette population avait un certain nombre de défis et je vais vous en parler un peu plus. Puis ça fait 5 ans que je travaille donc précisément sur la prévention du suicide et comment est-ce qu'on peut utiliser les nouvelles technologies sous différentes formes. Et ça m'a amené notamment, il y a 5 ans, à l'expansion et à l'arrivée du big data, qui ensuite s'est un peu muté en intelligence artificielle. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Je vais vous présenter également les enjeux éthiques qui sont associés et que moi je peux voir aussi bien du point de vue professionnel que du point de vue plus général. Et je vais essayer également de vous présenter peut-être un projet sur lequel je serais ravi d'avoir votre retour et qui est un projet que je développe avec un chercheur de McGill et Concordia. Quand on parle de suicide, c'est important de juste placer un peu les chiffres. C'est un phénomène relativement rare, au sens où par rapport à d'autres maladies, ça n'est pas le plus fréquent, mais selon les groupes d'âge, ça va toucher quand même des populations plus durement. On dit que ça coûte à peu près la vie à 800 000 personnes par an dans le monde. Au Canada, le taux est de 11,5 pour 100 000 habitants. Il a tué en gros 3290 personnes en 2009, c'est les statistiques les plus récentes au niveau canadien. Pour le Québec, c'est 13,2 personnes pour 100 000 qui se donnent la mort. Aux États-Unis, pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près 33 000 personnes qui se sont, selon le Centre des maladies, donné la mort en 2015. C'est un phénomène qui touche à peu près toutes les classes d'âge, toutes les sociétés. Et en dépit de beaucoup d'argent qui a été investi dans les dernières années, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que c'est un phénomène qui a pu beaucoup chuter, notamment au Québec dans les 20 dernières années. Mais pour autant, aujourd'hui, on arrive à un certain effet plateau. On voit qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi, notamment aux États-Unis, mais les taux ne semblent pas vouloir descendre. Pour les États-Unis, il y a d'autres problèmes sociaux et politiques qu'on connaît bien, comme la régulation des armes à feu, qui pose un gros défi pour eux spécifiquement. Mais quand on a un sujet aussi complexe que le suicide, on voit que c'est souvent à l'interface du politique, du social, et qu'il n'y a pas uniquement question de caractéristiques individuelles. En fait, on est arrivé un petit peu au bout, parfois, dans certaines situations, dans certains pays, des solutions. Quand on ne pouvait pas aller plus loin politiquement, quand on ne pouvait pas aller plus loin en termes d'argent investi. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que beaucoup de chercheurs et de professionnels de santé et de personnes qui travaillent dans les autorités ou les gouvernements vont commencer à proposer d'utiliser des nouvelles technologies pour essayer d'aller un peu plus loin, peut-être d'aller rejoindre des personnes là où elles n'étaient pas avant, d'essayer de mieux repérer. Et ça correspond en fait à deux objectifs de l'Organisation mondiale de la santé qui a fait un rapport en 2014 qui s'appelait La prévention du suicide, un état d'urgence mondial. Et ils avaient dit qu'il y avait parmi tous les grands objectifs deux qu'il fallait absolument remplir pour 2020 pour descendre les taux de suicide. C'était améliorer la surveillance. Améliorer la surveillance, ça veut dire, c'est une fonction un peu épidémiologique, mieux suivre au niveau des pays et au niveau des outils dont on dispose pour le suivi, les taux de suicide, les tentatives et le nombre de personnes que cela pourrait toucher. Et ensuite, un deuxième objectif que l'Organisation mondiale de la santé a donné, c'était celui de dire il faut mieux apporter de l'aide. Et c'est là que le big data et l'intelligence artificielle vont venir un petit peu, parce qu'ils vont avoir beaucoup de promesses qui viennent avec ces deux termes qui sont un peu des buzzwords qu'on a entendus plein de fois, qu'on entend de plus en plus. Donc on va essayer de voir un petit peu et de discerner le bon grain de livret. Donc il y a ces deux techniques qui sont de plus en plus mentionnées et utilisées. Il y a le big data, qui est cette entité très générale, très large, un peu difficile à discerner, mais qui va surtout caractériser l'explosion du nombre d'informations qu'on peut être capable de collecter, de générer et d'analyser.
Et ensuite, il y a l'intelligence artificielle, qui est souvent regroupée un petit peu sous le chapeau Big Data, parmi les nombreuses techniques pour pouvoir analyser, mais c'est un champ à part, mais les deux se recoupent. Ces deux phénomènes ont simplement pu exploser et croître, et vous devez aussi bien le connaître que moi, grâce à l'augmentation du nombre de bases de données, du nombre d'informations qui sont générées chaque jour, que ce soit sur nos téléphones, que ce soit au niveau des bases de données publiques, au niveau des réseaux sociaux. On a aujourd'hui quasiment trop d'informations à notre portée, chercheurs ou professionnels, et cette quantité absolument infinie nécessite de changer beaucoup de choses, notamment les techniques d'analyse. Donc il y a eu ce qu'on a appelé le big data, qui était ce terme un peu barbare, qui était tout ce qui est plus gros que ce qui peut rentrer dans mon classeur Excel. On dit que c'est quand même un phénomène avec quelques caractéristiques sur lesquelles on peut s'entendre. Donc c'est les fameuses caractéristiques de Kitchen, qui disait que le big data se caractérise par le volume, ça veut dire qu'on n'a jamais vu autant d'informations, par la vélocité, on n'a jamais vu les informations produites à un rythme aussi rapide, par la résolution, on n'a jamais eu autant d'informations aussi précises sur des individus, des mouvements ou des caractéristiques, et également la prédictibilité. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans une phase où toutes ces informations vont surtout servir à des analyses statistiques ou à large échelle pour prédire. Et comme je vous l'ai dit, en prévention du suicide, le sort de Graal absolu, c'est est-ce qu'on peut repérer le suicide, est-ce qu'on peut le prévenir mieux en repérant les gens plus rapidement. Donc ça, c'est cette sorte de martingale, de sorte d'objet que tout le monde veut essayer d'atteindre. Et le big data est venu avec cette promesse un peu, et beaucoup de gens s'en sont saisis en se disant plus je vais avoir d'informations et de données, plus je vais en collecter, plus on va être capable de repérer les gens avant qu'ils commettent un acte. Ces caractéristiques-là, elles sont très utiles pour nous en santé, notamment quand on est dans un contexte d'urgence, un peu comme la prévention du suicide, où on se dit la vie d'une personne est en danger. Donc si j'ai plus d'informations précises, si j'ai plus d'informations plus rapidement, peut-être que je vais pouvoir sauver des vies. Pour autant, le big data et l'intelligence artificielle ont pu faire l'objet de pas mal de critiques. Le premier, c'est que ce serait des concepts un peu flous scientifiquement. L'intelligence artificielle, on sait que c'est né le mythe de faire animer des objets inanimés ou des robots avec des mécaniques ou des calculs. Ça fait depuis déjà plusieurs centaines d'années qu'on en parle avec pas mal d'expérimentations ici et là, mais ça fait depuis finalement surtout 15 ans, 20 ans que l'intelligence artificielle a explosé, notamment au travers de la technique du machine learning, parce qu'on a de plus en plus d'informations. Et parmi les critiques, donc, c'est que c'est un peu flou scientifiquement, au sens que intelligence artificielle, intelligence en français ou en anglais, ça n'a déjà pas le même sens. Donc déjà, on ne va pas nécessairement s'entendre sur tout ce que ça peut recouvrir d'une langue ou d'un pays à l'autre. Et ensuite, toutes les techniques qu'on va regrouper sous intelligence artificielle sont parfois un peu confuses et paraissent parfois un peu à confusion. On retrouve quand même des points communs. Le premier, c'est que intelligence artificielle et big data vont soulever de nombreux défis éthiques. Le premier, c'est qu'ils vont surtout nous confronter, nous, professionnels de santé ou chercheurs, à des situations qu'on n'avait jamais vues auparavant. Notamment l'idée par exemple, des réseaux sociaux. Évidemment, vous avez peut-être vu que Facebook maintenant utilise des algorithmes pour pouvoir repérer en temps réel les personnes qui auraient utilisé des mots qui prêteraient peut-être à attention ou à inquiétude sur peut-être leur état de crise suicidaire. On voit que cette détection en temps réel va soulever beaucoup de questions, notamment celle de la surveillance. Va aussi poser la question de la liberté individuelle. Est-ce que j'ai donné mon accord pour que je sois surveillé, même au point de vue de ma santé? Et l'affaire de Facebook et Cambridge Analytica montre aussi qu'on est absolument dans le flou et qu'on est rarement conscient de tout ce à quoi peuvent servir nos informations. Et beaucoup d'initiatives qu'on retrouve en intelligence artificielle ou en big data, en psychologie ou en santé de façon générale, sont parfois un peu dans cette zone grise. Il y a eu une fameuse étude de Facebook, de chercheurs qui a été faite sur des données de Facebook, où il y a eu une modification du nombre de messages positifs ou négatifs qui apparaissaient sur la timeline des personnes. Cette étude a été faite sur plusieurs milliers d'individus, et il n'avait jamais été demandé aux individus de voir est-ce que vous êtes d'accord pour participer à une recherche. Il y a eu des techniques très évoluées, très poussées qui ont été faites pour analyser ces informations, mais quand l'étude est sortie, il y a eu énormément de craintes et d'inquiétudes en disant j'ai jamais donné mon accord pour que le nombre de messages positifs ou négatifs qui apparaissent sur ma timeline soit modifié.
et que ça puisse avoir un impact. Parce qu'une des conclusions de l'étude, c'était que les personnes qui voyaient plus de messages négatifs finissaient par produire plus de contenu négatif, de façon relativement significative. Donc ça a posé une question en se disant, ok, peut-être que avoir cet accès à autant d'outils ou de données pour des moyens assez puissants pour pouvoir atteindre les gens ou les étudier, ça vient aussi avec un revers de médaille qui doit être important. Je tiens juste à préciser que, encore une fois, Big Data et intelligence artificielle sont parfois considérés comme des buzzwords un peu, c'est-à-dire les mots qui sont tendance en ce moment. Et c'est pas faux, mais parfois c'est faute de mieux. C'est ce qu'on a à notre disposition qui nous permet d'exprimer un peu le mieux possible l'ensemble de ces techniques. Donc le Big Data ou l'intelligence artificielle a même été appelé le nouveau Big Data. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est juste, on vous prend évidemment avec des pincettes juste l'étendue de ce que ça pourrait recouvrir, et c'est pas des entités aussi bien définissables que ça, mais elles recouvrent une certaine réalité. Mon projet de recherche, ça a été que quand j'ai travaillé pour l'autorité de régulation des jeux d'argent en ligne en France, on travaillait sur la détection du jeu pathologique en ligne, et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on était en mesure de repérer les personnes qui peut-être potentiellement étaient des joueurs pathologiques. L'étape d'après qu'on a vue, c'était d'aller investiguer auprès des sociétés qui avaient ces joueurs d'argent en ligne, quels étaient vos échanges avec eux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de détresse. Et je me suis demandé, tiens, peut-être que ces outils qu'on utilise, où on collectait en temps réel toutes les informations de jeu de tous les joueurs, ça pourrait nous servir à pouvoir repérer les personnes qui sont en détresse. Mais c'est venu aussi avec des interrogations éthiques. Et donc je me suis dit, je vais combiner ça. Comment est-ce qu'on peut repérer de façon éthique les personnes en détresse ? D'où mon désir de vouloir un peu documenter c'est quoi les utilisations qu'on observe aujourd'hui du big data et de l'intelligence artificielle pour repérer le suicide. Je voulais avoir un peu un tour d'horizon. Quand j'ai commencé il y a 5 ans, c'était tout dans la littérature grise ou dans les projets un peu nébuleux ou flous, les projets de la défense américaine auprès des vétérans, mais c'était encore un domaine qui était assez peu abordé. Aujourd'hui, c'est la magie des doctorats, c'est que quand on commence, on est en pointe, et quand on finit, on est en retard. Donc, c'est à peu près la situation dans laquelle je me trouve. Le deuxième point que je voulais faire, c'était, ok, maintenant que je vois un peu toutes les utilisations, j'aimerais voir c'est quoi les enjeux éthiques qui ont été soulevés par ces chercheurs, par ces personnes qui ont fait ces initiatives-là. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils en ont soulevé, oui ou non ? Et jusqu'à date, c'est un peu le désert. Donc je vais regarder, ok, donc si on est dans l'absence un petit peu d'informations éthiques ou de mentions d'enjeux éthiques de la part des personnes qui utilisent toutes ces techniques, peut-être que ça serait utile de développer un outil pour les guider ou les accompagner. Donc ça va être la partie peut-être un peu moins excitante de la présentation, à savoir la présentation d'une méthodologie. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? J'ai décidé de faire quelque chose qui moi me passionne, mais qui généralement peut endormir mes collègues, qui sont de faire un peu une recension des écrits la plus systématique possible, mais sur les supports sur lesquels en psychologie on va assez rarement, donc toutes les bases de données informatiques, et essayer d'aller capter un petit peu dans des domaines où on va assez rarement se lancer en psychologie parce que c'est pas notre champ et que c'est pas non plus toujours systématique la façon dont les études ou les informations sont structurées. Donc j'ai essayé avec une équipe de 5 personnes de pouvoir faire une recension sur 4 bases. Donc j'ai commencé par les plus classiques, PubMed, PsycInfo, qui sont la base pour beaucoup de domaines en santé. Mais ensuite, comme c'est un domaine très actif, vivant, en évolution, je suis allé vers mes collègues qui ont fini, donc vers ProQuest, notamment pour aller capter toutes les thèses, les mémoires, toutes les formes de travaux qui ont pu être faits, qui sont sortis ou qui n'ont pas encore été publiés, pour essayer de capter un petit peu okay, qu'est-ce qui se fait à ce moment-là. Et la dernière qui est vraiment une découverte pour moi, c'était notamment d'utiliser cette base de I3E Explore, qui est la base de données notamment de toutes les sciences informatiques et qui est vraiment une mine d'or. Alors c'est une mine d'or complexe parce que on y trouve beaucoup d'informations qui vont nous toucher nous en communication, santé, psychologie, mais qui vient aussi avec un revers encore une fois, c'est que souvent ce sont dans des formats où c'est très technique, donc ça représente un certain défi. Donc on développe une syntaxe de recherche magnifique que je ne vais même pas essayer de vous décrire, mais que je voulais au moins vous présenter. C'était l'idée j'ai essayé de faire une syntaxe de recherche thématique qui va capter le plus possible à travers les littératures toutes les techniques possibles les nouvelles technologies
et la prévention du suicide. J'ai utilisé tous les termes possibles en nouvelles technologies et tous les termes possibles qui peuvent s'associer au champ de la prévention du suicide. Et j'ai essayé de les rassembler ensemble en me disant, tout ce que je veux, c'est capter le plus possible, avoir le filet de pêche le plus large possible, pour ensuite être capable de pouvoir repérer. Et je précise un peu ça, même si ça peut paraître des détails un peu méthodologiques. Il y a une étude qui vient de sortir exactement à peu près sur le champ que je fais, qui est une étude qui s'intéressait, c'est quoi les nouvelles technologies en prévention du suicide, comment est-ce qu'on les utilise. Et ils ont par exemple trouvé une seule, elle est sortie il y a un mois, ils ont trouvé une seule technique un seul article en machine learning, en apprentissage automatique, pour opérer le suicide. Par comparaison, j'en ai trouvé 10 à 15. Donc ça veut pas dire que mes collègues sont nuls, ça veut juste dire que il y a une grande partie qui est dans les parties un peu cachées, donc de ces fameuses bases de données informatique et de ces bases de données aussi qui concernent les publications, notamment d'étudiants ou de chercheurs en cours. Donc ça a été un certain défi pour nous parce qu'il a fallu aller chercher des endroits qui sont relativement moins systématisés, encore une fois, du point de vue de la structure, et aussi un peu plus complexes techniquement. Donc il y a toutes les catégories qu'on fait, et je suis arrivé de 4891 articles à 74 inclus uniquement sur Big Data et Intelligence Artificielle. Vous avez donc là le Prisma qui vous montre un petit peu qu'à toutes les étapes, on a établi pas mal de filtres. On est passé au travers de ces 4891 articles pour s'assurer, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut concerner spécifiquement l'utilisation des nouvelles technologies et du suicide. Et ensuite, à l'intérieur de ça, est-ce qu'il y en a qui spécifiquement s'intéressent à l'utilisation de techniques associées à l'intelligence artificielle ou au big data pour opérer le suicide. Donc voilà, la partie pénible est finie. Et on passe à qu'est-ce que j'ai trouvé à peu près comme grandes catégories. Donc c'est des catégories un peu transitoires pour l'instant, au sens où c'est encore en évolution et je suis en plein dans la phase d'analyse et de lecture, mais je voulais au moins vous présenter un peu les différentes catégories qu'on trouve d'utilisation. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisations qui sont faites pour ce qu'on appelle l'infoveillance et l'infodémiologie. C'est-à-dire, on va les définir un petit peu, mais c'est grosso modo l'utilisation de toutes les données pour pouvoir faire un sort de suivi épidémiologique à partir de l'information et de la data. Le deuxième, c'est le repérage par les senseurs et les capteurs. Une de mes surprises, ça a été de voir qu'il y avait pas mal d'utilisations qui étaient faites. C'est pas non plus gigantesque 6, mais on parle encore de ce qui est publié, pas de ce qui est juste en train d'être fait, qui est évidemment infiniment plus nombreux. C'est par exemple les repérages automatiques dans les prisons pour voir est-ce qu'un détenu va être sur le point de commettre un suicide ou pas. La troisième catégorie, c'était les dossiers cliniques. On le voit au Québec, c'est un enjeu majeur, c'est savoir toutes les informations qui concernent les patients. C'est une mine d'or pour les chercheurs et pour beaucoup de gens. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir faire du sens de toutes ces informations ? Et parfois, on voit qu'il y a la course à l'information et la course à aller collecter le plus d'informations. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va arriver à un résultat intelligible. Pour autant, il y a des tentatives donc d'utiliser les dossiers cliniques dans les services de santé pour essayer de voir est-ce qu'on peut les filtrer en permanence et de façon automatisée en temps réel pour repérer les personnes à risque. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les bases de données clinico-administratives. Donc là, ça, c'est le croisement des bases de données cliniques avec d'autres informations venues d'ailleurs. Et c'est une catégorie à part parce que, on va le voir, il y a des initiatives qui sont vraiment spécialisées sur ces croisements d'informations. Ensuite, il y a quelque chose qui est en plein essor, c'est évidemment l'analyse de contenu textuel sur Internet. Donc il y a beaucoup de tentatives, notamment sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les réseaux aussi chinois, beaucoup. Les productions chinoises sont en pleine expansion en santé et notamment dans ce domaine-là. Et ensuite, le dernier, c'est les repérages acoustiques, donc l'analyse automatisée de la voix. Est-ce que le débit de voix pourrait nous donner une indication de votre état et de votre humeur ? Donc on peut le voir, ça donne un peu un état de surveillance généralisée bien agréable pour tout le monde. Donc pour vous donner un petit ordre d'indice, qu'est-ce que ça peut être à peu près ? Donc le repérage des individus suicidaires par l'analyse linguistique, c'est encore une fois surtout les réseaux sociaux numériques. Et quel est le but ? C'est une visée prédictive. Donc c'est par exemple essayer de voir est-ce que en filtrant de façon textuelle toutes les posts Twitter dans une certaine région, on est en mesure de voir qu'une personne est peut-être dans un état de crise suicidaire ou non.
Cette visée est surtout prédictive. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est surtout expérimental, qu'il n'y a pas beaucoup d'études encore quand même dans le domaine, avec des populations qui font qu'on se dit ces résultats-là sont généralisables. Donc on est encore dans un volet assez expérimental. Il y a beaucoup de tentatives, mais il y a peu d'études à très large portée. Et il y a aussi un autre problème éthique qui, on le verra, que quand on utilise les données des réseaux sociaux, on passe à travers ce qu'on appelle leurs API, donc leurs applications pour accéder à leurs données, et ça ne nous garantit pas que ces informations sont neutres, objectives, brutes. Et ça, pour nous, en recherche, ça pose un certain nombre de difficultés. Un peu pareil pour l'infoveillance et l'infodémiologie, l'outil qui est le plus utilisé, c'est les Google Trends. Donc, quels sont les mots-clés, les recherches qui ont été effectuées, et tout ce travail-là est en plein développement. Mais on observe qu'il y a eu d'abord un premier jet de recherches qui ont été faits entre 2015 et 2016, où les gens se sont jetés sur les recherches Google en se disant c'est ça qui va nous permettre de suivre en temps réel les personnes on pourrait faire une carte saisonnière des risques suicidaires comme on peut faire une carte saisonnière de la grippe. Donc il y a ces tentatives-là et elles sont pertinentes du point de vue de la recherche, c'est légitime de se poser ces questions de recherche, mais on voit que c'est un peu moins utilisé maintenant parce que justement il y a des doutes sur la généralisation des résultats. Notamment plusieurs chercheurs qui viennent de Chine ont dit mais l'expression de la détresse suicidaire ou de l'aide ou le désir d'aide va s'exprimer différemment en Chine qu'aux États-Unis. Donc ce qui est pertinent pour moi en Chine ne va pas nécessairement être pertinent ailleurs. Et on se retrouve dans ce conflit où on a des outils universels, on a des données qu'on peut accéder universellement, mais on n'a pas des résultats qui sont exploitables ou applicables universellement non plus. Ensuite, on a le repérage des personnes suicidaires par analyse des bases de données clinico-administratives. Donc là, le but ultime, c'est le monitoring en temps réel. Donc le suivi en temps réel des personnes à travers les différents systèmes de santé pour s'assurer est-ce que cette personne, parce qu'elle est venue une fois, est-ce qu'elle risque de recommettre un acte suicidaire un peu plus tard. Donc il y a un projet qui est très connu qui s'appelle le projet Durkheim, qui est un projet de l'armée américaine avec l'université de Dartmouth, qui a essayé d'adresser le problème du suicide des vétérans. Comme vous le savez, les vétérans aux États-Unis reviennent avec une certaine détresse. On ne se demande pas pourquoi. Et quand ils reviennent avec cette détresse, ils ont observé que dans les familles, les cas de stress post-traumatique, le nombre de dépressions et le nombre de personnes suicidaires étaient colossal. Et le défi qu'ils avaient, c'était comment est-ce qu'on peut essayer de les suivre. Et comme ils font partie de l'armée, on avait beaucoup d'informations sur eux parce que l'armée a cette jolie habitude de garder une trace de tout. Donc ils ont décidé, on va utiliser ce potentiel-là pour repérer. Donc ils ont fait une combinaison progressive de différentes sources d'informations. Les réseaux sociaux sur lesquels les vétérans étaient, les bases de données cliniques, est-ce qu'ils sont passés aux urgences, est-ce qu'ils ont vu des médecins, est-ce qu'ils ont exprimé des idéations suicidaires, est-ce qu'ils ont fait une tentative, et également tous les échanges qui peuvent avoir lieu avec l'armée. La combinaison de tout ça fait que pour le projet Durkheim, en l'honneur de Émile Durkheim, un des fondateurs un peu de la prévention du suicide ou de l'étude du suicide, ils sont en mesure, avec un certain taux de succès, de pouvoir estimer s'il faut intervenir pour une personne ou pas qui est déjà dans leur dossier. Et ça a été le premier projet qui a vraiment inspiré beaucoup de gens en prévention du suicide en se disant on a passé une étape, on est capable aujourd'hui de pouvoir croiser plein d'informations différentes. Et une des leçons de ce projet Durkheim, c'était le suicide est un phénomène très difficile à prédire, ça on le sait depuis longtemps, et eux l'ont confirmé avec les nouvelles technologies. Ils ont dit c'est pas parce que j'ai une information sur qu'est-ce que j'ai marqué sur un réseau social que je vais être en mesure de me tuer. Comme on le dit, les taux de suicide aussi sont très inférieurs au nombre de personnes qui ont des pensées suicidaires ou qui ont des idées suicidaires. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il fallait prendre avec beaucoup de précaution chaque élément et qu'il fallait essayer le plus possible de croiser les informations. Et croiser les informations, c'est une des choses que le big data ou l'intelligence artificielle est en mesure d'apporter à beaucoup de gens en santé, notamment en prévention du suicide. Ensuite, on a les repérages par senseur et par capteur. Donc ça, c'est le repérage par les caméras, par infrarouge, par exemple, des mouvements des personnes automatisés et d'essayer de déterminer. Et une des grandes surprises pour moi, c'est quand j'ai fait ces recherches,
un des critères d'exclusion massif, ça a été d'enlever toutes les études qui étaient en lien avec le terrorisme. Et il y avait beaucoup de choses en lien avec suicide bombers, etc. Et il y avait beaucoup de techniques qui étaient utilisées en prévention ou lutte contre le terrorisme que je retrouvais en prévention du suicide. Et on peut voir que dès qu'il s'agit de vie humaine, il y a parfois des domaines où on va retrouver un peu une collusion de certains secteurs. Ensuite, il y a l'utilisation des bases de données administratives. Le problème qu'il y a actuellement au Québec, au Canada ou dans d'autres pays, c'est qu'il y a beaucoup d'entités qui ont des informations, par exemple au Québec ou au Canada, et que les croisés posent beaucoup de questions et d'enjeux éthiques. Donc il y a encore beaucoup de pays où les gens aimeraient bien croiser plus d'informations, mais ça n'est pas toujours possible. Et en Australie, par contre, il y a des premières études qui réussissent enfin à pouvoir combiner différentes bases administratives pour essayer justement de suivre. Donc pourquoi est-ce qu'on en a fait une catégorie à part ? C'est parce qu'il y a des enjeux administratifs ou politiques particuliers liés à ces croisements d'informations. Et le dernier, c'est surtout les études de quelqu'un qui s'appelle Pestian, John Pestian, qui fait beaucoup d'études sur la détection à base de la voix. Donc repérer à partir de la voix ou des modulations acoustiques, des modulations de voix, est-ce qu'une personne a un débit plus lent, plus monotone, combien de mots sont prononcés ? Et beaucoup de techniques de machine learning sont utilisées pour essayer en temps réel de pouvoir modéliser est-ce que cette personne se rapprocherait d'un profil de personne dépressive, suicidaire, à risque. Et ça, c'est une des autres utilisations qu'on observe. Il y a pas mal de défis qui sont soulevés par tout ça. Parce que je pense que même pour moi, même si je suis là-dedans et que je suis partagé entre c'est génial, on est capable de faire tout ça et c'est un peu flippant parce qu'on est capable de faire tout ça, il y a plusieurs enjeux qui sont soulevés. Le premier, c'est que les enjeux éthiques sont très peu mentionnés. De là où j'en suis, je peux dire que je ne vois quasiment pas de mention d'enjeux éthiques. Ce qui, pour un domaine comme la prévention du suicide, est un peu paradoxal, au sens où on est un domaine où on est contraint par des enjeux éthiques en permanence. Par exemple, on ne peut pas faire d'études en double aveugle, on ne peut pas faire d'études avec groupe contrôle aussi facilement qu'ailleurs, parce qu'on est tenu d'offrir le traitement optimal aux personnes qui sont en détresse. Donc on ne peut pas avoir un groupe à qui on ne va rien donner. Donc sur beaucoup de sujets, on est toujours contraint par beaucoup d'enjeux éthiques. Et ça fait partie de notre travail. Aussi, moralement, prévenir le suicide, on voit qu'il y a beaucoup de différences d'un pays à l'autre. Il y a des pays dans lesquels on va dire la vie doit être protégée à tout prix, et des pays dans lesquels on va dire au contraire on va être très libertaire. Et qu'est-ce que ça pose la question des enjeux éthiques et dans le big data et l'intelligence artificielle ? C'est que si on est capable en temps réel de pouvoir modéliser un risque suicidaire de façon quasiment automatisée, ça pose la question de la liberté individuelle. Est-ce que les personnes sont consentantes ? Est-ce qu'elles ont donné leur accord de façon explicite ? Est-ce qu'elles étaient au courant ? Et est-ce que c'est ce qu'on veut aussi comme société ? Qu'est-ce qu'on voit aussi également comme autre enjeu que j'observe ? C'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont lieu dans le secteur privé. Et je pense que je ne serai pas le seul et que sur tous vos domaines, ça doit être vraiment pareil. C'est que, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que le secteur privé a des libertés que nous, en tant que chercheurs ou dans le domaine public, on n'a absolument pas. On a les comités éthiques que parfois on déteste, que parfois on adore, mais qui sont un garde-fou pour tous les genres de choses qu'on pourrait faire dans les hôpitaux, dans les universités. Par contre, quand on est, et comme je peux le voir dans pas mal d'initiatives qui sont faites aux États-Unis, dans le cadre d'initiatives privées ou de chatbots qui vont faire des choses, par exemple pour Facebook, qui va proposer prochainement un chatbot aux États-Unis, c'est-à-dire dans Messenger, proposer de pouvoir parler directement à la ligne de prévention du suicide. C'est très prometteur, mais c'est vrai que les contours éthiques sont beaucoup plus flous et qu'on n'a pas une transparence totale sur qui est derrière, comment c'est fait, c'est quoi les résultats. Parce qu'il y a la propriété intellectuelle, parce qu'il y a le secret des affaires, et puis parce qu'on peut le voir dans le cas, encore une fois, de Facebook et Cambridge Analytica, il y a tellement de paramètres qu'on ne contrôle pas. Donc quand le secteur privé s'empare de sujets de santé, c'est excitant parce qu'il y a plus de réactivité, de rapidité, d'argent, mais ça pose aussi des questions parce qu'il y a moins de ciblage éthique, un petit peu des enjeux. Il y a souvent aussi moins de concertation. Ça ne veut pas dire que les gens ont des mauvaises intentions ou ne font que des choses mauvaises, mais ça pose une question, à savoir les standards qui s'appliquent à nous, est-ce qu'ils s'appliquent ailleurs ? Et c'est quoi où est-ce qu'on doit placer le curseur ? Ensuite, il y a le biais de sélection et de généralisation dont je vous ai parlé. Si j'utilise les données de Facebook et Twitter comme c'est fait en ce moment, c'est génial parce que ça m'offre un potentiel incroyable.
Par contre, qu'est-ce que ça me pose comme problème? C'est que je ne peux pas nécessairement généraliser les résultats. Puis pour les chercheurs, ça pose le problème de ok, j'ai utilisé les données de Twitter, mais ce n'est pas des données brutes. Et ensuite, la deuxième question qui vient aussi, est-ce qu'un tweet, c'est l'expression complète d'un désir suicidaire ou d'une idéation? Il y a l'ironie qui rentre beaucoup là-dedans, il y a beaucoup de défis liés au langage, à l'expression. Il y a énormément d'informations qui nous prennent à prendre avec beaucoup de pincettes maintenant, avec un peu de recul, les données des réseaux sociaux. Ensuite, il y a beaucoup de détection, mais il y a très peu de précision sur l'intervention. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent on va détecter, on va repérer le suicide. Mais donc, premier défaut, c'est que généralement, je ne peux pas généraliser les résultats. Qu'il y a la population, on dit, il y a la population globale de l'étude et la population analytique. La population globale, c'est combien il y avait de personnes qui étaient recrutées pour l'étude. Et population analytique, c'est il y avait combien de personnes suicidaires en fait là-dedans. Et par exemple, je lisais une étude il n'y a pas si longtemps où ils avaient utilisé les services de Amazon Turk, qui est un moyen d'avoir beaucoup de candidats pour recruter pour des études, et ils avaient plusieurs milliers. Et à la fin, je regardais combien est-ce qu'ils avaient de personnes vraiment suicidaires selon les échelles qu'ils ont utilisées. C'était 17. Donc les résultats sur 17, à la fin, il y avait une petite mention, nos résultats peuvent peut-être ne pas être totalement généralisables. Donc, ce qui était une marque d'honnêteté intellectuelle, et j'étais très heureux de le voir. Mais ça pose la question, c'est que, encore une fois, on le voit avec le big data, l'intelligence artificielle, on entend beaucoup de promesses, mais quand on regarde dans le détail, c'est toujours plus complexe. Et la première promesse, c'est on vous dit, on va mieux détecter le risque. Le problème, c'est que même avec les outils traditionnels dont on dispose en prévention du suicide, sur les 20 ou 30 tests, échelles qu'on utilise en prévention du suicide, il n'y en a que 2 ou 3 qui ont été complètement validés scientifiquement ou avec beaucoup d'études qui disent « ça c'est un outil sûr que vous pouvez utiliser ». Donc beaucoup de ces études qui vont utiliser les réseaux sociaux vont aussi utiliser des échelles qui, même dans la vie réelle, endurent les outils classiques depuis les années 80-70 en prévention du suicide, sont assez peu efficaces. Parce que, encore une fois, le suicide c'est un phénomène difficile à détecter. Donc il y a beaucoup de promesses sur la détection, mais ce que j'observe, c'est qu'il n'y a quasiment rien sur, une fois qu'on a détecté les personnes, qu'est-ce qu'on fait? Et ce que je lis la majorité du temps, c'est il faudrait proposer une intervention ciblée aux personnes. Et je suis d'accord, donnez-la-moi. Mais j'ai pas de protocole. J'ai rien qui me dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Pourquoi? Alors les défis qui se posent, pourquoi est-ce que ça va être difficile d'intervenir dans ces cas-là? Le premier, c'est le fameux faux positif. Le faux positif, c'est ou même le faux négatif, qui peut être aussi un vrai problème en soi. C'est donc, j'ai repéré une personne qui n'est pas suicidaire, mais je lui dis qu'elle est peut-être à risque. Je pense que, comme je vous l'ai dit en psychologie, enfin en prévention du suicide, on est contraint par plein de problèmes éthiques, mais celui-ci c'est un problème universel. Aller dire à une personne qu'il a un problème alors qu'il ne l'a pas, ou lui faire sous-entendre, c'est difficile. Et ça rejoint un peu des résultats qu'on a trouvés par exemple sur les échelles d'autodiagnostic sur Internet. Certaines sont très utiles, approuvées scientifiquement, mais peuvent générer plus d'anxiété chez les personnes. Donc on voit que c'est un outil, détecter c'est bien, mais intervenir, si c'est pour finalement créer plus de problèmes, c'est difficile. Ensuite, qui parmi vous a vu 13 raisons, 13 Reasons Why? Levez la main, n'ayez pas honte. Vous en avez entendu parler? La série Netflix, il y a eu tout un débat autour de la série. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit cette série, elle pose un problème, c'est que ça aborde le suicide de façon trop frontale, c'est peut-être dangereux avec les jeunes. Et il y a eu une autre partie des gens qui disaient mais en fait non, au contraire, c'est super bien. Parce qu'on va pouvoir aborder le problème. C'est peut-être dur, mais ça va être bien. Et le débat est soulevé en fait au moment où les lignes d'appel après la série avaient reçu un surcroît d'appels. Ils avaient reçu beaucoup plus d'appels. Et donc on voyait qu'il y avait de la détresse. Et il y a des gens qui ont dit, ou qui m'ont dit aussi, mais en fait c'est bien, peut-être que ces personnes-là ne se seraient pas exprimées autrement. Et je dis, certes, dans l'absolu, mais quand il y a des vies humaines en jeu, je ne sais pas si c'est un pari que j'ai envie de prendre ou qu'on devrait prendre en tant que société. Et c'est un peu pareil pour les outils. Ça ne veut pas dire qu'il faut être prudent à tout prix et être méfiant de tout ce qui peut se faire, mais ça veut dire que clairement, il y a ce qu'on appelle une balance éthique à gérer. C'est si vous faites ça, vous devez être conscient que vous avez le risque de peut-être manquer des personnes, d'annoncer à des personnes qu'elles ont un problème, et aussi que peut-être c'est quelque chose qui peut avoir un coût humain derrière. Qui va être tenu responsable de ça? Et la question de la responsabilité en intelligence artificielle, c'est une grosse question. Est-ce que c'est le système qui va être responsable ou est-ce que c'est moi en tant que chercheur qui va être responsable? Ensuite, il y a plusieurs problèmes, notamment la fatigue d'alerte. La fatigue d'alerte, c'est
À force d'être, on le voit dans les hôpitaux, des phénomènes des ordinateurs de plus en plus performants, les professionnels sont de plus en plus sollicités et finissent par être fatigués d'avoir des fausses alertes en permanence. Et ça pose la question de est-ce qu'on risque pas d'engorger de faux positifs les urgences ou de créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Respect de la vie privée, on en a parlé. Puis l'autre problème qui se pose et qui est encore plus avant, mais on n'en est pas encore là, c'est celui de la déception. Il y a un effet qu'on appelle l'effet ELISA. L'effet ELISA, c'est celui de croire qu'un système intelligent artificiel ou un système informatique est doué d'empathie ou est doué de plus de qualité humaine que ce qu'il a vraiment. Parce que ça a été bien formulé ou parce que ça a été bien programmé. Et le problème, c'est que pour les personnes notamment avec peut-être déficiences intellectuelles ou des handicaps, ou même des personnes simplement en détresse, il y a peut-être le risque de croire ce système intelligent-là, c'est une vraie personne, je peux lui faire confiance, mais c'est pas une personne humaine, peut-être que ça va pas pouvoir aider autant. Donc ça, c'est un autre problème. D'où le projet futur que je développe en ce moment avec un chercheur qui s'appelle Abhishek Gupta, qui est celui de développer une checklist. Il y a un outil qu'on utilise en prévention, en psychologie et en santé, Prisma, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une checklist de, quand je fais une recension des écrits, est-ce que je réponds à pas mal de points. Donc en fait, c'était un comité international de chercheurs qui, depuis les années 50, se réunit régulièrement et qui avait fait cette checklist en disant, ça c'est les critères minimaux pour faire une recension en bonne et due forme qui est valide scientifiquement, réplicable et ainsi de suite. Et je me suis dit, mais tiens, ça m'intéresse un peu cette idée de liste de contrôle, de checklist. Parce que, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans les littératures, quand on parle aux développeurs, il y a ce qu'on appelle un peu une surcharge morale. C'est mentionné comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était un moral overload, à savoir, il y a trop d'informations éthiques au point que c'est difficile à intégrer. Et que les gens se sentent dépassés, ils sont, ok, j'ai créé ce système, mais je suis pas éthicien, je suis pas professionnel de santé, pourquoi ça me concernerait moi ? Donc le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a assez peu de lisibilité sur qu'est-ce que je dois faire exactement quand je développe un système en intelligence artificielle en santé ou en psychologie ou en prévention du suicide. C'est super compliqué et en fait, il y a peu de lisibilité. Donc je me suis dit, je vais passer à travers l'intégralité des gros rapports ou des grosses déclarations en intelligence artificielle, puis je vais voir toutes les recommandations, je vais les nommer. Donc j'ai recueilli plus de 300-400 questions que j'ai formulées à partir de chacun des éléments ou des recommandations. Je les ai tous réduits pour arriver à une liste de 40 que j'adapte à la prévention du suicide. Il y a plusieurs catégories que j'ai développées avec Abhishek Gupta. Description, vie privée et transparence, sécurité, risques reliés à la santé et les biais. Ça, c'est un peu les grands domaines que j'aimerais que les gens regardent ou passent au travers. Donc je vais passer, mais ça ressemble à peu près à ça. C'est assez court et mon objectif, c'est de donner un outil pour les gens qui soit assez facile. Une page où je regarde et je me dis, est-ce que j'ai au moins fait ça ? Est-ce que je suis passé au travers ? C'est malheureusement pas exhaustif, évidemment, mais j'espère au moins pouvoir alerter ou sensibiliser les gens à prendre plus en compte certains enjeux éthiques. Donc par exemple, dans description, qu'est-ce que je veux ? Je veux essayer que les gens se questionnent un peu sur le fonctionnement de leur système intelligent. Il y a un terme qui est utilisé par beaucoup d'experts qui est Autonomous Intelligence System. Et c'est celui que j'ai adopté. Donc vous allez voir AIS un peu partout. Donc le but, c'est d'abord de questionner sur les gens en leur disant: est-ce que vous avez ces documents à votre portée ou est-ce que vous les avez préparés ? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions ? Donc je ne formule pas des questions, mais je formule simplement des recommandations ou des impératifs. Donc là, ça ne veut pas dire que je veux que les gens se sentent mal, mais je veux qu'ils soient en mesure de dire: est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que j'ai pas fait ça ? Donc par exemple, on va de la technologie, nommer la technologie. Ensuite, être capable d'être transparent aussi au niveau des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des financements privés ou publics qui pourraient changer la perception que j'ai de l'outil qui m'est présenté ? Par exemple, si j'utilise un outil qui a été développé par le ministère de la Défense aux États-Unis mais que je vis au Canada, peut-être que ça va m'interroger un peu et que ma paranoïa va être complètement sollicitée et que je me dis je ne veux pas l'utiliser. Mais si je sais que c'est Facebook ou quelqu'un qui va marchandiser mes informations, ça me pose aussi un problème. Ensuite, il y a beaucoup d'affirmations. On a l'outil le plus performant pour repérer les gens. Et on a les experts qui sont avec nous. Je dis très bien. Les experts, super, mais montrez-nous ou ayez apporté un document en cas d'audit, de surveillance, de contrôle ou simplement de questions. Qui sont vraiment les personnes derrière ? Ensuite, j'ai dit quelle est la population. Ciblez un peu plus la population. Quand vous dites que vous êtes en train de détecter de façon certaine, avec un haut niveau de certitude, je dis très bien, montrez-moi les chiffres, montrez-moi le taux de précision, montrez-moi le taux de rappel, montrez-moi un petit peu des chiffres ou des informations. Ensuite, il y a quelque chose que je trouvais important, c'était l'idée de soumettre les gens aussi à l'idée
Peut-être que vous avez plein de bonnes intentions, mais peut-être que votre système peut nuire aux personnes qu'il est censé aider. Donc il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des scénarios adversiaux, c'est-à-dire des scénarios contraires ou imaginer le pire scénario possible. Aller tester toutes les limites de la machine et se poser la question en équipe, est-ce qu'il risque d'y avoir des problèmes? Ensuite, il y a pas mal de rapports qui soulignent l'importance dans une équipe d'avoir une charte de bonnes pratiques. Quand on est sur des domaines hautement sensibles comme la prévention du suicide, c'est de dire comment est-ce qu'on va réagir dans telle ou telle situation et juste qu'on s'entende là-dessus. Quelle est la personne qui va être tenue présente? Ensuite, dans la question de vie privée et de transparence, on observe avec Cambridge Analytica notamment, encore une fois, et tous les autres nombreux cas, et je vous engage à aller voir la chambre de verre au pavillon Kennedy qui est encore jusqu'au 8, c'est ça? Je crois. Tous les enjeux de transparence de vie privée sont massifs et ça, en santé, on n'y échappe pas. Donc ce que j'essaie d'amener les gens à se questionner, c'est sur les questions de responsabilité, de collection des informations, de la data. C'est essayer de regarder c'est quoi l'information que vous avez collectée, dans quel but, est-ce que vous êtes capable de justifier, pour combien de temps ça va être conservé, et aussi dans les systèmes en intelligence artificielle, quand vous faites un algorithme d'apprentissage, il va y avoir une phase de test, une phase d'apprentissage, et on va lui donner des informations pour qu'il apprenne à partir d'exemples. Et peut-être qu'il y a des informations qui ont été données à ce moment-là, et peut-être qu'elles sont différentes d'à d'autres moments. Et ce qui est important, c'est de préciser. Ensuite, je passe assez rapidement, malheureusement, pour respecter un peu le temps. J'essaie aussi de demander, est-ce que vous avez recueilli le consentement? Si oui, de quelle façon? Et peut-être que, encore une fois, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font les choses sans nécessairement, encore une fois, une mauvaise intention. Il n'y a pas des diables derrière chaque personne, mais simplement, on sait que ça peut avoir des conséquences. Donc jamais, je voudrais amener les gens à pouvoir s'interroger là-dessus. Ensuite, au niveau de la sécurité qui est critique et nécessaire sur ce sujet-là, il y a plusieurs points que je voulais amener les gens à regarder. C'est notamment celui des systèmes qu'on appelle black box, un peu les boîtes noires comme on voit dans l'aviation. C'est est-ce que vous avez intégré un système ou une technique à l'intérieur de votre système intelligent ou de votre technique d'analyse qui permet de recueillir et tout ce que vous avez fait pour qu'ensuite on soit capable de dire ok, voilà les informations qui ont été collectées, voici les analyses qui ont été faites. Parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de mal à expliquer pourquoi un algorithme a pris telle décision ou pas, notamment dans certains algorithmes d'apprentissage automatisés. Donc le système des boîtes, des black box, c'est quelque chose qui a été suggéré par plusieurs rapports, qui est difficile techniquement, mais on peut au moins amener les gens à se dire même si je ne vais pas le faire, au moins ça existe et je me suis posé la question. Et ensuite, pour les risques particulièrement liés à la santé, je pose des questions notamment sur les situations de crise. Est-ce que vous avez imaginé une situation de crise? C'est quoi la question de l'intervention? Est-ce que votre système intelligent, est-ce qu'il va imiter l'humain? Si oui, est-ce qu'il va inspirer une relation? Est-ce qu'il va inspirer la confiance? Est-ce qu'il peut décevoir? Donc toutes ces questions-là sont posées. Et enfin, le dernier point, c'est les questions des biais. Les questions des biais sont vraiment critiques parce qu'il y en a des millions. On peut voir que de la détection aux statistiques, à la sélection des informations, aux transformations qui ont été faites aux informations, à la généralisation, il peut y avoir des biais à chaque étape. Donc le but de cette checklist, c'est de détailler avec des petits exemples. Ok, posez-vous ces questions sur est-ce que je risque de contribuer à plus d'exclusion, de discrimination? Et il y a plusieurs rapports qui sont sortis en ce moment, notamment un du gouvernement français qui s'appelait Donner un sens à l'intelligence artificielle, ou un rapport d'Oxford qui s'appelait L'utilisation malicieuse de l'intelligence artificielle, pas malicieuse mais maléfique de l'intelligence artificielle, le rapport de HIC3E, qui met vraiment l'accent sur les difficultés éthiques, et en disant il faut qu'on les prenne plus en compte, et ça passe notamment par l'analyse des biais. Et qu'on arrête de penser que ce qu'on fait, c'est totalement objectif, totalement neutre, totalement certain. Et que donc il faut se poser la question, est-ce que ce que je fais, il peut y avoir des défauts, est-ce qu'il peut y avoir des biais? Donc, un appel que je vous fais et que j'ai fait au département de psychologie, à tous les départements, c'est celui qui est fait par tous ces rapports qui disent on a tous ces sujets, mais souvent, quand on a des professionnels de santé ou des chercheurs, on n'est pas équipé, et beaucoup d'entre nous, on n'est pas équipé, moi le premier, à comprendre comment fonctionne un algorithme d'apprentissage, à le programmer. Et ce que ça prend des collaborations avec des gens qui viennent d'autres départements. Il y a beaucoup d'enjeux éthiques, et comme me l'avait dit un professeur en éthique, je lui avais exposé un peu ma thèse, il m'avait dit oui, mais l'éthique, c'est pas tous ces problèmes, il faut que tu en choisisses un seul pour être en mesure de dire oui, c'est vraiment ça le problème éthique qui m'intéresse. Et on peut voir que
les gens en éthique ont une perspective différente, que nous en psychologie on va avoir notre angle de vue, que en santé, en communication, on va avoir chacun nos choses à apporter. Et ce qui est nécessaire, c'est d'avoir des cours interdisciplinaires. Donc il y en a un qui est peut-être en cours de route en ce moment, mais ce que j'engage vraiment, c'est à ce qu'il y ait plus de cours de ce type-là avec l'éducation. Rien que pour nous professionnels, moi je suis déjà en retard et j'essaie de rattraper le retard. Essayer de plus s'éduquer et de pouvoir plus collaborer pour combler les trous que tous ces sujets nous amènent à voir chaque jour. Donc je vous remercie d'avoir écouté un train à grande vitesse avec beaucoup d'informations et je me tiens à votre disposition pour toutes les questions si vous en avez. Tout d'abord, un grand merci.